Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ce jour. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Nous échangerons aujourd'hui sur la problématique de la mise en œuvre de l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'obligation sera de faire un décryptage de la possibilité de la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que cet accord sera effectivement mis en œuvre? Quelles sont les difficultés à sa mise en œuvre et quelles sont les garanties effectives de sa mise en œuvre? Pour en parler, nous avons un invité d'honneur qui n'est pas le moindre, c'est Maître Clinton Bamana, qui est avocat et président, je veux dire, directeur de cabinet du parti de la formation politique cher Ovepem Mkoko Samba, qui nous fait honneur d'échanger avec nous sur ces sujets. Sans plus tarder, nous allons l'accorder 15 minutes pour nous faire une analyse panoramique de sa lecture de la problématique de mise en œuvre de cet accord. Après son intervention, nous prendrons les questions de parlementaires. Vous avez la parole pour votre allocution, Maître Clinton. Merci beaucoup, honorable président, honorable membre du bureau, chers parlementaires, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais de prime abord dire mes sincères remerciements à l'endroit du président qui m'a fait l'honneur de venir devant cette tribune prestigieuse qui est devenue, je vais dire, la vitrine par excellence du débat libre et du débat démocratique. Je pense que la question que nous allons débattre ces jours, c'est une question d'une importance vitale pour notre avenir collectif. Je voudrais également aussi saluer l'importance qu'accordent ces débats par le jeune, mais surtout pas le moindre, la crème de notre pays. Aujourd'hui, laissez-moi vous avouer les sentiments qui m'animent en prenant la parole par devant vous ces jours, lorsque je suis la qualité de débat, je me rends compte à quel point dans ce pays, les jeunes ont encore un rôle important à jouer. Et je pense aussi que par le petit exercice auquel nous allons nous lancer, nous aurons la possibilité de regarder dans tous les contours cette question de la mise en œuvre de l'accord de Washington, mais aussi effleurer sur la nécessité pour chacun de nous à pouvoir s'engager de manière active pour que nous soyons de vrais acteurs qui influencent les débats publics, qui influencent l'orientation à donner sur la vie démocratique de notre pays, mais qui influencent aussi, je vais dire, les décisions à prendre, parce que les décisions politiques ou les choix tactiques politiques ou diplomatiques qui orientent les questions liées à notre avenir commun sont d'une importance capitale. Aussi, je voudrais humblement vous dire à quel point je vais pouvoir aborder cette question tout en reconnaissant que ma petite analyse n'aura pas le monopole de la vérité, mais l'exercice auquel je me lance aujourd'hui va nous permettre à nous tous de développer une réflexion beaucoup plus objective, loin des considérations d'appartenance politique. Parce que cette question ne mérite pas des sentiments ni des émotions. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers parlementaires, notre pays, la République démocratique du Congo, de par sa géographie, est contraint et a été contraint d'être au cœur de tout l'enjeu du monde, de tous les enjeux, voulais-je dire, de la planète.
À l'époque, l'État indépendant du Congo, entre 1885 et 1908, nous étions confrontés à une réalité qui faisait que nous devrions donner des réponses aux questions majeures qui concernaient même pas l'avenir des Congolais, ni les destins des peuples qui vivaient sur ces territoires, mais plutôt ceux de l'Europe. Pour la révolution industrielle européenne, il a fallu que le Congo, cette fois-ci, se positionne comme une réponse avec l'exploitation atroce du caoutchouc. Il a fallu couper le main de nos aïeux pour répondre à une demande explosive mondiale de l'industrie de la pneumatologie. Et donc, la RDC a été au rendez-vous et a donné réponse à cela. Pour le faire, il n'avait pas besoin de notre point de vue. Il n'avait pas besoin de nous appeler sur une table pour discuter des intérêts de cette exploitation atroce. Ensuite, nous avons répondu à ces rendez-vous. C'est suivi les rendez-vous de l'exploitation du cuivre et de l'or. Je vais ici rappeler l'auditoire que la Belgique, notre ancienne métropole, est le pays le plus éclairé de l'Europe. Et cela grâce au cuivre de la République démocratique du Congo. Pour cette bataille-là, nous avons encore répondu présent. Mais la bataille du cuivre et de l'or a été menée aux grandes dames du destin et des intérêts congolais. Pour cela, on n'avait pas besoin d'appeler les représentants congolais pour discuter de cette question. Vous voyez à quel point, si je me permets de faire ces aperçus historiques pour faire savoir le rôle naturellement stratégique qui est celui de notre pays. Le combat de notre époque aujourd'hui est celui de la révolution technologique. Aujourd'hui, la technologie de la téléphonie a fait que cette fois-là, encore une fois de plus, le Congo soit les réservoirs pour donner des réponses à ces questions, avec notamment le coltan de l'Est. Et d'ailleurs, vous savez comme moi, le phénomène du téléphone des sons. Ensuite, nous quittons toutes ces étapes pour arriver à un autre rendez-vous important de notre histoire. C'est celui de la transition énergétique. Pour cela, une fois de plus, le Congo doit être la réponse à cette question. Mais, honorable président, chers parlementaires, permettez-moi de mentionner le fait que, en tant que Congo, nous n'avons jamais été acteurs dans tous ces rendez-vous. Alors jamais. Aujourd'hui, l'accord de paix de Washington, pour ma part, ne constitue pas une panacée, mais constitue un pas important qui nous conduise vers un objectif clair, mais aussi vers une solution durable. Parce que, pour ma part, lorsque nous faisons un petit récapitulatif historique, notre pays a connu des conflits armés, notre pays a connu des difficultés Maître Clinton, il vous reste 5 minutes pour auxquelles nous étions obligés de discuter, de s'accorder avec des rebelles. Rappelez-vous que dans ces pays, nous avons connu autant de conciliabiles, autant d'accords, accord d'Addis Abeba, accord de Lusaka et tant d'autres. En 2009,
nous avons signé l'accord avec les CNDP. Cet accord ne nous a pas permis de trouver des réponses durables. En 2012, notre pays a gagné la bataille militaire avec le M23. Ça, il faut le mentionner. Malheureusement, le combat militaire n'a pas permis une fois de plus une paix durable. Parce qu'après avoir gagné sur la tactique militaire, mais nous n'avons pas gagné la tactique stratégique. Parce que, après quelques années, il y a eu résurgence du M23. Pour dire, l'accord de paix de Washington répond à 3 éléments fondamentaux qui n'ont jamais été évoqués sur l'ensemble des différents accords que nous avons eu à signer dans notre pays. Et ce qui constitue pour ma part de vraies garanties sur l'applicabilité de cet accord. J'ai beau suivi des différents intervenants qui sont passés dans différentes tribunes, notamment aussi ici, qui disaient, pour les uns, que l'accord de Washington ne disposait pas des mécanismes et des contraintes. Je vous parle, je suis juriste et spécialiste en droit international. Je peux le dire avec force que l'accord, lorsque vous le lisez, c'est la continuité logique de la résolution 2773. Mais vous savez que en droit international, les résolutions du Conseil de sécurité ont une nature juridique double. D'une part, lorsque les résolutions du Conseil de sécurité sont prises dans les cadres ou en vertu du chapitre 6, ces résolutions ont une nature non contraignante. Par contre, lorsque les résolutions du Conseil de sécurité sont prises en vertu du chapitre 7, cette résolution ou ces résolutions ont une nature contraignante. Mais lorsque vous lisez l'accord dans son préambule, l'accord de paix, il est dit ceci. Dans le préambule, je vais vous épargner du reste. Reconnaissant les termes de l'accord de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris les respects des frontières existant lors de l'accession à l'indépendance et ces autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains. La Charte des Nations Unies et la résolution 2773. Et lorsque vous allez encore plus loin, vous vous rendez compte que les différents leviers qui ont été prévus dans les cadres de la Charte de l'Union africaine, comme dans d'autres instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a ratifié, revient sur des principes clairs, notamment celui de l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que l'objectif, il ne faut pas l'oublier, qui est celui de la charte, disons, de l'accord de Washington, est de permettre un retour de la situation d'antan, c'est-à-dire la restauration de l'autorité de l'État et la restauration, je vais dire, le contrôle par le gouvernement de la République de l'ensemble du territoire congolais. Ce qui passe par le retrait des troupes du M23, ce qui passe par les cessez-le-feu. Mais la notion du cessez-le-feu, la notion du retrait des troupes du M23, sont des notions qui ont été reprises dans le cadre de la résolution 2773. Permettez-moi, je n'ai pas eu le temps de l'imprimer, mais lorsque vous lisez le point 3 de la résolution, le point 2, permettez-moi, je vais le lire avec mon téléphone. Lorsque vous lisez le point 2 et le point 4 de la résolution 2773, il a été clairement reconnu ce qui suit. Permettez-moi, je suis en train de lire. Voilà. Le point D de la résolution dit ceci. Décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, y compris les routes terrestres et lacustres, et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo, et que ces retraits ne doivent
pas être entravée. Et donc, je vous ai démontré ici, et d'ailleurs, la contraignabilité des résolutions du Conseil de sécurité trouve leur fondement dans l'article 25 de la Charte des Nations Unies, qui stipule ce qui suit. Je vais chuter, honorable président, permettez-moi de conclure. Article 25 de la Charte. Cet article stipule ce qui suit. Les États membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte. Et cette disposition souligne l'obligation des États d'obéir aux résolutions du Conseil de sécurité. Et ce même principe ont été repris dans les cadres de l'accord de Washington. Donc, honorable président, permettez-moi en chutant, j'ai ici révélé, je vais dire, le mécanisme par lequel nous pouvons encore espérer à une garantie qui est celle de la respectabilité des résolutions du Conseil de sécurité reprises dans les cadres de l'accord de Washington, mais aussi, j'ai suivi ici, Monsieur le Président, pour certains que le choix de la nature du médiateur, notamment les États-Unis, serait un choix stratégiquement mal fait parce qu'il est trop puissant, que nous n'avons pas la possibilité en tant qu'État, par exemple, de titiller la Maison-Blanche pour, par exemple, faire respecter un accord comme on le ferait si c'était Joao Lourenço ou je ne sais qui. Mais Monsieur le Président, moi je vois ça de notre regard, de notre œil. Je considère le choix du médiateur américain comme un choix stratégiquement bien pensé. Parce que, pour moi, c'est un gage de respectabilité des engagements souscrits dans les cadres de l'accord de Washington. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons des réponses factuelles qui nous permettent de croire à ces garanties. Je vais vous révéler ou relever 3 éléments fondamentaux, Monsieur le Président, je vais chuter par là. Le premier, aujourd'hui, je salue d'ailleurs le génie politique qui est celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a bien vu qu'il fallait bien entendu atterrir avec un médiateur qui a seul la capacité de tuer le monstre qui a été créé, notamment le Rwanda. Parce que je considère que le Rwanda, c'est un monstre qui a été fabriqué et il faut le détruire. Aujourd'hui, les revirements géostratégiques sur le plan international nous donnent encore une deuxième garantie. Si à l'époque, rappelez-vous, Monsieur le Président, que les Zaïre a joué aussi le rôle de la base arrière dans la sous-région des Grands Lacs, aujourd'hui le Congo, avec ces combats de la quête du leadership technologique entre les États-Unis et la Chine, constitue aussi une aubaine pour la RDC pour bien capitaliser cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre la philosophie des Américains. Veuillez chuter, Maître Clinton. Monsieur le Président, je chute. La philosophie américaine en matière des affaires est telle que les Américains promeuvent la transparence. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des entreprises américaines qui œuvrent dans le secteur de mines sont des entreprises cotées en bourse. Et ces entreprises-là ne peuvent pas faire des affaires sur des minerais critiques qui passent par des réseaux de contrebande. Et aujourd'hui, je pense que dans les débats, nous allons en tout cas y revenir, les accords, parce que nous parlons des accords au pluriel, il ne s'agit pas que d'un seul texte. Il y a plusieurs textes annexes qui accompagnent l'accord de paix du 27 juin 2025. Nous avons les cadres d'intégration économique régionale qui constituent d'ailleurs, pour moi, les meilleurs gages possibles parce que la question de convergence, de partage d'intérêts économiques mutuels entre la RDC et les autres qui trouvent leurs intérêts sur nos minéraux stratégiques a été soulevée dans les cadres de l'accord de paix de Washington. Parce que lorsque vous regardez tous les accords auxquels nous avons ratifié, aucun n'a soulevé la question fondamentale qui est celle de partage des intérêts économiques mutuels. Parce que disons-nous clairement que la guerre ou les différents conflits armés auxquels notre pays a été confronté, ce sont des conflits qui trouvent leur source dans l'exploitation de nos minerais. C'est à ce titre-là que je conclus, Monsieur le Président, que l'accord de paix de Washington
a toutes les chances et toutes les garanties d'être exécuté. Parce Merci que nous beaucoup. avons en face des questions d'intérêt économique communes qui nous permettent à ce que demain, les Américains mettent toutes les énergies en tant que médiateurs, parce qu'il s'agit de leur crédibilité qui est engagée devant l'opinion internationale, que cet accord soit signé. Parce que, sur le plan factuel, Monsieur le Président, aujourd'hui, le revirement stratégique des Américains nous donne les réponses de garantie. Je vous informe que Kinshasa est en train d'abriter la construction de l'ambassade des États-Unis, qui a connu un investissement de 2 milliards. Cette ambassade sera le hub de la sous-région. Tout citoyen de la sous-région des Grands Lacs qui voudra prendre le visa pour aller aux États-Unis devra venir à Kinshasa. Même que ce soit les citoyens rwandais, que ce soit les Ougandais, que ce soit les Zambiens, vont venir à Kinshasa avec l'ambassade qu'on est en train de construire. La RDC va abriter les centres d'opération américaines dans la sous-région des Grands Lacs. Aujourd'hui, je vous informe que je suis tout à fait convaincu que les curseurs géostratégiques américaines se tournent en faveur de la RDC, parce que vous pouvez le constater qu'il n'y a pas plus quelques jours ici, les Américains venaient de rappeler leurs ambassadeurs dans 15 pays d'Afrique, notamment les Rwandais. Merci, M. Clinton, s'il vous plaît. Qui vont rentrer mi-janvier à Washington pour une nouvelle ligne de stratégie diplomatique américaine. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Honorable Freddy pour son allocution. Et l'honorable Aboubakar se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, distingués publics ici présents, je vous remercie pour cette investiture discursive au sein de ces sanctuaires d'oralité républicaine. Je salue la justesse analytique de notre invité d'honneur. Cependant, les faits récents attestent une forfaiture manifeste. Le Rwanda s'est rendu coupable de tous les dégâts qui se passent aujourd'hui à l'est du pays, en ce sens que les forces supplétives du Rwanda n'ont pas pu faire un retrait par rapport à l'accord, par rapport aux prescriptions contenues dans l'accord de Washington. Ne pensez-vous pas que il serait plausible de nous interroger sur une candeur stratégique nous permettra aussi de comprendre la notion relative. Donc, je pourrais un peu changer la question. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il serait mieux plausible de penser à une candeur stratégique persistant, à en croire aux mécanismes mis en place pour parvenir à trouver une solution par rapport à la situation qui oppose la RDC et le Congo? C'est ça un peu la question. Malgré tout, j'ai perdu un peu le fil d'idée vu que j'étais un peu envoyé. Merci. Merci beaucoup, honorable Aboubakar. Pour la parole accordée, honorable président, je vous remercie. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, bonjour. En passant, je salue la pertinente intervention de notre intervenant principal du jour, Maître Clinton. Je souhaiterais que notre invité d'honneur puisse éclairer l'opinion sur un point précis de l'accord de Washington, qui soulève une difficulté majeure au point de compromettre l'applicabilité. Il s'agit de l'exigence faite à la RDC de pouvoir procéder au préalable à la neutralisation des AFDLR avant la levée de tout dispositif défensif du Rwanda.
Maître Clinton, hein, à ce jour, les zones où ces forces seraient localisées, s'ils existent encore sous une forme opérationnelle, se trouvent sous le contrôle du supplétif du Rwanda. Alors, dans cette condition, comment le gouvernement de Kinshasa peut-il procéder concrètement à la neutralisation des FDLR dans des espaces échappant à son autorité souveraine? Je donne l'honorable président. Merci honorable Aboubakar. Maître Clinton, vous avez 4 minutes pour rencontrer les préoccupations soulevées. Je vous prie de respecter le temps pour éviter que je vous retire la parole si jamais vous le dépassez. Merci, honorable président. Je serai cette fois-ci respectueux du timing que vous m'avez accordé. Je voudrais aussi remercier la qualité ou sinon la pertinence des questions qui m'ont été posées respectivement par l'honorable Njoli, ensuite par l'honorable Aboubakar. L'honorable Njoli, si j'ai bien cerné votre question, vous dites si ça sera possible de renforcer le mécanisme prévu dans l'accord parce que vous estimez que cet accord risque de souffrir d'inexécution et que pour ce faire, il faudrait envisager d'autres stratagèmes qui permettent à ce que cet accord s'exécute. Je le disais dès l'entame de mon speech, c'est pas pour rien que je suis allé dans cette gymnastique parlant de la nature contraignante du contenu de la résolution 2773, parce que j'ai entendu aussi ici des gens dire que cette diplomatie serait une diplomatie idéaliste, mais moi j'ai dit que c'est une diplomatie coercitive. Une diplomatie coercitive parce qu'il s'agit ici d'une position stratégique qui s'est fondée sur une démarche traitée dans le cadre des organes ou des leviers, des leviers que nous donnent les systèmes des Nations Unies, à savoir les conseils de sécurité. Mais je vais quand même directement aller à la rencontre de cette question. Honorable Njoli, l'accord prévoit des mécanismes, notamment les concepts opérationnels, les mécanismes, des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité. Lorsque vous lisez cet accord, je vais quand même me permettre de faire cet exercice. Lorsque vous lisez cet accord, dans les préambules, il est dit déterminé à promouvoir le plein respect des droits des personnes et du droit international humanitaire, accepte par la présente d'être lié par les dispositions suivantes. On cite toute cette panoplie effectivement de principes qui sont repris dans les cadres de cet accord. Mais honorable Njoli, en matière d'accords ou traités internationaux, vous savez comme moi que le principe qui est régi, c'est d'abord le principe de la volonté des parties. Mais cette volonté des parties, ici, bien sûr, peut souffrir de la mauvaise foi. Et c'est là tout le sens du concept que j'ai développé sur les gages de respectabilité de cet accord qui repose sur la nature du médiateur que nous avons choisi. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de cet accord, que ce soit le Rwanda comme la RDC, nous avons souscrit à des engagements, même si je ne vais pas ici peut-être soulever d'autres principes qui ne sauraient être susceptibles d'être appliqués dans le cadre d'un accord en droit international. Mais la possibilité que nous avons aujourd'hui à saisir, c'est de regarder la réalité en face. Cet accord, c'est un accord à la fois politique, mais aussi qui génère des questions d'intérêt économique mutuel. Et c'est cette question d'intérêt économique qui devrait nous permettre de croire
est de voir en réalité cette incise qui a manqué dans tous les différents accords auxquels notre pays a ratifié. Je ne vais pas employer les mots de Sarkozy. Rappelez-vous que Sarkozy est venu dans ce pays. Il a soulevé cette question de... Clinton, il vous reste 1 minute. Il a soulevé la question de l'exploitation mutuelle des ressources de la RDC. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre de cet accord. Même si peut-être que nous allons revenir dans les débats, les gens parlent du bradage des ressources de notre pays. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le contenu de cet accord nous démontre le contraire. Mais à la question de l'honorable Aboubakar sur l'exigence préalable de la levée, je vais dire de la neutralisation des FDLR avant l'exécution de l'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il faut bien lire l'accord. Il faut bien lire l'accord. Regardez ce que dit l'accord. L'accord dit... je vais vous ramener au chapitre D de l'accord sur les désengagements. Voilà ce que dit l'accord. Attendez. Non, c'est pas le point, le chapitre D. Le point 1 sur l'intégrité territoriale. Point D, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation des FDLR. Mais voilà ce que dit l'accord. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengagements. On ne dit pas où. Cela veut dire c'est une action qui est censée se mener de manière concomitante. Il y a et. Les et, c'est une conjonction de coordination. Cela veut dire, pendant que la RDC devra faire le travail de neutraliser les FDLR, au même moment, le Rwanda doit lever ses mesures défensives. C'est ça que ça veut dire. Il faut bien lire l'accord. Il faut bien comprendre les concepts qui sont repris dans le cadre de l'accord. On dit des mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengagements des mesures défensives du Rwanda du 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Maintenant, l'autre plus grande question qui se pose, c'est que est-ce que le gouvernement aura la possibilité de neutraliser des groupes rebelles, terroristes et supplétifs de l'armée rwandaise pendant qu'ils opèrent dans des zones où le gouvernement n'a pas le contrôle? C'est une question pertinente. Mais cette question, il faut la comprendre dans une dimension beaucoup plus stratégique. Cette dimension est celle qui consiste pour le gouvernement à pousser le Rwanda vers le mur. Parce que la question de la neutralisation préalable des FDLR a été un prétexte qui a toujours été utilisé par les Rwandais. Même si nous, gouvernement, au sein du gouvernement congolais, nous savons que ces FDLR n'existaient pas. Mais c'est une question stratégique pour les gouvernements d'accepter afin que les Rwandais et nous, puisque dans le cadre de cet accord, il est prévu le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Dans le cadre du mécanisme qu'on appelle le Joint Steering Committee, c'est-à-dire l'accord prévoit que dans ces mécanismes, il y aura des partis, il y aura, je veux dire, des représentants de toutes les parties, notamment du Rwanda et de la RDC. C'est eux qui vont définir le plan, c'est eux qui vont définir même les calendriers, et c'est eux qui vont définir le mode d'opération sur la neutralisation de ces FDLR. Et donc, ils vont les constater ensemble si exactement ces FDLR existent ou pas. Donc, à ce sujet, moi je dis, à partir du moment où le Rwanda a accepté en signant l'accord et que cet accord stipule que les FDLR doivent être traqués, pas par la RDC seulement, mais ces traques se fera dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité. Et le mécanisme conjoint de sécurité est composé d'une part de la RDC et d'autre part du Rwanda aussi. Donc je considère que cette question trouve sa réponse par le fait que c'est une responsabilité collégiale des partis à y parvenir. Mais pour la question du désengagement, il ne s'agit pas de la responsabilité de la RDC. La question du désengagement est une question de responsabilité seule du Rwanda. Parce que qui dit désengagement, qui dit reconnaissance de l'existence des groupes rebelles. Et ces groupes rebelles doivent être désengagés, doivent être démobilisés, doivent être réinsérés dans la société. Merci beaucoup, Maître Clinton, mais j'ai deux relances
pour permettre de recalibrer les débats. La première relance, c'est au niveau de la disposition du chapitre 1 sur le respect de l'intégrité du territoire. Je voudrais bien que l'on comprenne, je crois qu'on ne l'a pas beaucoup senti dans le débat. Qu'est-ce que vous entendez par mesures défensives du Rwanda? En quoi consistent ces mesures? C'est quoi les mesures défensives du Rwanda? Où sont-elles placées? Monsieur le Président, les mesures défensives du Rwanda consistent pour le Rwanda à aligner ses troupes, ses forces régulières tout au long des frontières de la RDC. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, les mesures défensives du Rwanda consistent à, même si le Rwanda les fait de manière un peu esquivée, consiste à équiper, à fournir de la logistique militaire nécessaire aux rebelles. Chose que les rapports des Nations Unies a révélé et qui a été démontré clairement par les experts des Nations Unies. Donc, ici, les prétextes, l'alibi du Rwanda consiste à dire, si nous posons ces actes, ou si nous alignons nos troupes sur les frontières de la RDC, parce que nous estimons qu'il existe des combattants génocidaires parmi les rangs des troupes congolaises qui sont une menace pour notre territoire. Et pour cela, il faut les neutraliser en amont, de telle sorte que moi, le Rwanda, je vais pouvoir me retirer. Mais Monsieur le Président, vous pouvez noter avec moi l'incohérence qui est celle du discours ou du prétexte que Paul Kagame ou le Rwanda nous a présenté depuis le début de ces conflits. Parce qu'à une certaine époque, on a voulu nous faire croire que la raison de ces conflits armés, c'est parce qu'il existerait une volonté de défendre un groupuscule ethnique, à savoir les Banyamulenge, qui serait martyrisé, qui serait tué, qui serait préjudicié ou je ne sais comment, mais que nous avons pu, par notre ligne diplomatique, démontrer à quel point cet argument ne tenait pas. Aujourd'hui, l'argument, c'est de dire qu'il y a des forces génocidaires au sein ou parmi les rangs des troupes congolaises qui constituent une menace. Mais comme je venais de le dire en répondant à la question de l'honorable Njoli, c'est que ce travail-là va se faire avec toutes les parties. J'ai l'impression que vous avez déjà répondu à ma question. On exactement, peut plutôt avec toi. Mais, gagner du temps. Exactement, Monsieur le Président, mais je ne peux pas me contenter. Vous dites que le mesure défensive consiste pour le Rwanda d'avoir mis les dispositifs militaires entre les frontières entre nous et la RDC. C'est ça? Oui. Ces dispositifs sont sur le sol rwandais ou sur le sol congolais? Ces dispositifs, disons-les clairement, Monsieur le Président, qu'ils existent aussi sur le sol congolais. Parce que s'il vous plaît, il y a des rapports qui l'attestent. Ces dispositifs existent sur le sol rwandais. Ces dispositifs en normes, hein, vous avez dit? Bien entendu. Ok. Ces dispositifs existent au Rwanda, sur sa frontière, ou sur notre frontière à l'intérieur de notre pays? Les dispositifs existent, Monsieur le Président, d'abord sur le sol congolais. Pourquoi je l'ai dit? Et ensuite sur le sol rwandais? Bien entendu. Répondez juste à la question, c'est une suite dans des les deux questions parties. qu'on va Exactement, analyser. sur la partie rwandaise et sur le sol congolais. Parce qu'ils le font à travers leurs proxys. Les proxys que l'AFC M23. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de cet accord, le Rwanda, un État qui se veut protecteur de son territoire et de ses populations, peut accepter d'élever ces mesures défensives, celles qui existent du moins sur son territoire, au quelque motif que ce soit? Imaginez que nous avons un dispositif, nous sentons qu'il y a une menace à Brazzaville, et nous mettons un dispositif défensif tout au long du fleuve, en ce qui nous concerne, sur notre partie. Tant que dans notre imaginaire, nous n'avons pas enlevé l'idée de la menace, est-ce que vous pensez qu'on va enlever, si on tient à notre intégrité, on va enlever ces mesures défensives? Personnellement, je pense que cette levée sera effective. Je vais m'expliquer, Monsieur le Président. Je ne parle pas dans le cadre de l'accord. Vous savez, je comprends. Les textes, je comprends. Les textes,
il faut pas qu'on le comprenne littéralement. Oui, Les textes, il faut faire de la téléologie. exactement. Il faut faire de la ratio legis. C'est-à-dire que le Rwanda a toujours cru, et c'est son narratif, que, pas que le FDLR, le Rwanda sait que si la RDC est puissante, le Rwanda est écrasé. Parce que ça l'a été avec Mobutu, vous l'avez Ouais, rappelé. ouais. Donc, à tout moment, le Rwanda va se mettre sur la défensive. Et je pense que la vocation de tout État, c'est d'être à mesure de se défendre à tout moment, contre toute velléité. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez, là on réfléchit en tant que scientifique, Exact. on va quitter un peu les textes, Exact. ils vont se désengager ou pas. Est-ce que vous pensez que dans la posture de Paul Kagame, il peut envisager que les mesures défensives, du moins celles qui sont sur son territoire, qui sont à la frontière, hein, mais sur son territoire, seront levées? Et je le pense, et je vais vous dire pourquoi je le pense. Allez-y. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis heureux du fait que vous ayez voulu qu'on sorte un peu de l'instrumentum de l'accord. Débattons de la réalité factuelle. Le Rwanda, à mon sens, va déloger les territoires de la RDC. Pourquoi? Lors de mon speech, je parlais du changement du curseur géostratégique américain. Vous et moi, nous savons que le gros dos que fait le Rwanda est simplement J'ai tout de l'assurance suite qu'il a. l'impression que vous allez avoir trop de temps à répondre, on n'en a pas assez. Je vais être Est-ce bref. que vous pouvez aller trop droit au but Je vais aller et bref. dire, Je vais est-ce aller que bref. vous pensez que le Rwanda va Je se le pense, désengager mais et pourquoi? Monsieur le Président, il ne suffit pas de dire que je pense que les mesures seront levées. Nous débattons sur une question qui nécessite un éclairage. Si, si, L'opinion mais ça qui doit nous être- suit. Ça doit être dans le temps. Exactement. On n'a pas tout le temps avec Je suis dans mon timing. Je vais être bref, mais permettez-moi que j'argumente parce que les éléments que je voudrais mettre Les nous permettent. timings, c'est très important dans votre argumentaire. Exactement. Oui. Monsieur le Président, je serai dans les timings. Je disais tantôt lors de mon speech que il y a un élément fondamental qui n'avait jamais existé depuis que le conflit avec le Rwanda a commencé. C'est que l'accord de Washington et son exécution subira la situation internationale. Le conflit ou les guerres de leadership technologique à laquelle les États-Unis sont confrontés avec Est-ce que la c'est Chine. pour ça que le Rwanda va retirer ses mesures défensives? Je n'ai pas encore fini mon Je argumentaire, vous monsieur le permets président. qu'on aille vite. Je suis On en train n'a de pas chuter. le temps, Maître Je suis en train de Clinton. chuter. J'ai Monsieur le tout de suite Président, l'impression que vos pendant explications que vous sont me juste retirez le mot, kilométriques. pendant que vous me retirez Non, le non, mot, je ne vais pas vous laisser aussi continuer sans pourtant qu'on tienne compte du temps. j'aurais dit atterrir. Vous avez 30 secondes à atterrir. J'aurais dit atterrir. La situation à l'international est une aubaine pour nous. Pourquoi? Parce que il s'est fait qu'aujourd'hui, la Chine est en train de prendre de l'avance sur les États-Unis. Malheureusement, les États-Unis ont besoin de maintenir son hégémonie. Mais pour le faire, les États-Unis, dans sa doctrine des affaires, je l'ai dit, a besoin de la transparence, a besoin de la clarté. Mais il faut alors casser les réseaux mafieux qui alimentent les industries chinoises dans la contrebande. Et pour cela, il faut restaurer la paix dans cette partie. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons les conflits armés, c'est parce que il existe des réseaux qui en tirent des intérêts économiques. Ces intérêts économiques aujourd'hui sont à table et à l'avantage des Américains. Les Américains ont des intérêts à tirer chez nous, comme nous aussi nous avons des intérêts à tirer des États-Unis. Parce que dans le cadre du cadre d'intégration économique régionale, nous avons des intérêts mutuels. La RDC doit transformer localement. Vous n'avez pas et chuté, valoriser. on est à plus d'une minute et ma question n'est toujours pas répondue, Maître Clinton. Je suis en train d'atterrir. Est-ce que le Rwanda... Oui, monsieur le Comment Président. ça se fait? Comment ça se fait? Je suis en train de vous expliquer que le Rwanda, c'est un pygmée qui est monté sur les épaules des antilopes. C'est Et une ces qualité, antilopes-là, vous pensez? ce sont ces puissances. C'est une qualité ou un défaut? Moi, je dirais que du point de vue stratégique, ils sont dans leurs droits les plus légitimes. Mais C'est il nous pourquoi appartient je vous à nous invite- c'est aussi, pourquoi je vous République invite- démocratique du Congo. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur le fait qu'il y a une réalité internationale aujourd'hui qui est bénéfique à la RDC. Cette réalité est telle que les Américains ont besoin de pouvoir reprendre du contrôle sur cet espace, mais il ne saura le faire que par la paix. Et donc, cette paix, on va l'imposer au Rwanda. Maître Clinton, est-ce que vous pensez que pour que les États-Unis exploitent nos minéraux, ils ont nécessairement besoin de la paix?
Ils peuvent le faire, ils ne peuvent pas le faire même pendant la guerre. Vous parlez de la transparence. Est-ce que vous pensez que c'est les principes qui guident les États, la transparence? Ça existe en relation internationale. Je les crois parce que cette guerre, elle est trentenaire. Hein. Depuis que ces conflits existent, dans ces désordres, on peut dire, toutes les parties, ou sinon tous les tireurs de ficelles se trouvent dedans. Mais lorsque vous regardez la situation terrain, la réalité est telle que les Américains se rendent compte que dans ces désordres-là, ce n'est pas eux qui sont les vrais bénéficiaires, ce sont les autres qui sont les vrais bénéficiaires. Parce que dans ces réseaux mafieux de la contrebande, dans l'exploitation de nos ressources, quelle est la direction que prend l'exportation de nos minerais? C'est vers l'Est de l'Afrique et vers l'océan Indien, et ça va en Asie. Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est par cadeau ou par amour à la RDC que les Américains ont bien voulu que nous puissions faire le projet du corridor de Lobito? Il est ici une question stratégique de détourner dans la destination des exportations des ressources stratégiques congolaises vers l'Atlantique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Américains ont tous les intérêts nécessaires de s'assurer qu'il y a la paix dans cette zone et qu'ils exploitent comme il faut. Parce que dans la situation du désordre, ils n'en sont pas des bénéficiaires. Merci beaucoup. La dernière question, je vais dire peut-être les deux dernières relances, c'est quand est-ce que l'accord doit commencer à être mis en œuvre effectivement, finalement? Parce qu'on en parle, c'est un accord signé d'abord par les ministres des Affaires étrangères, entériné par les chefs de l'État. La mise en œuvre commence quand? Ça, c'est la première relance et vous pouvez passer vite. La deuxième, c'est nous donner, parce que vous parlez qu'il y a de mesures contraignantes, c'est nous donner c'est quoi la disposition contraignante qu'il y a, notamment contre le Rwanda, à appliquer cet accord. Je le disais tantôt, Monsieur le Président, que lorsque d'abord vous parlez de la mise en œuvre commence quand finalement? Ça commence quand on commence à compter, ok, l'accord a commencé à être mis en œuvre. On compte à partir de quand? D'abord, ici, je voudrais rappeler que il ne faut pas considérer la mise en œuvre de l'accord de Washington par simplement la première étape qui devra consister par le cessez-le-feu. Il y a tout un calendrier qui a été prévu dans l'accord. L'accord a été signé le 4 décembre. Lorsque vous regardez le calendrier qui a été donné par ces mêmes accords, la première étape, c'est la notification officielle de la composition des délégations congolaises au Joint Steering Committee, les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité. Vous gagnez le temps, s'il vous plaît. Mais épargnez-nous des détails du calendrier, ceux qui peuvent faire le... Alors dites-nous quand est-ce qu'on commence la mise en œuvre, juste ça. Non, mais vous pouvez juste nous projeter selon ce calendrier. La mise en œuvre effective commence quand? Selon les calendriers. Pour nous, la mise en œuvre, s'il vous plaît, pour les Congolais, la mise en œuvre, c'est la récupération des territoires occupés, c'est la paix qui revient. Les autres notifications, les démarches administratives, pour nous, c'est des démarches qui sont naturelles. La mise en œuvre pour nous, ok, les mesures défensives sont levées, la FCM 23 est mise hors état de nuire, l'autorité de l'État est rétablie et la coopération économique a débuté. Vous nous dites dans le cadre de cet accord, ça commence quand? Sa mise en œuvre dans les sujets est inscrit à l'ordre du jour de ces débats. Mais exactement, parce que quand vous me renvoyez dans l'accord, moi je suis aussi dans le droit de vous renvoyer dans l'accord. La mise en œuvre, si je dois rester dans le principe est que ici, ça doit commencer à partir du moment où nous respectons les concepts opérationnels qui consistent à neutraliser les FDLR pour la RDC. Mais si nous allons dans le cadre, parce que vous ne voulez pas que je vous parle du calendrier, mais si nous allons dans les calendriers, je vous dirais déjà que la mise en œuvre pour ce qui concerne les CONOPS doit déjà commencer dans les 45 jours suivant la signature de l'accord. Notamment après à partir du 4 décembre 2025, vous comptez 45 jours conformément à l'accord. On doit commencer à mettre en œuvre les CONOPS. Et les CONOPS, ici, vous le savez, qui consistent à ce que nous, la RDC, neutralisions, commencions les étapes et toutes les procédures qui consistent à identifier les zones où se trouvent les FDLR, qui consistent à avoir de notre côté à notifier notre stratégie telle que prévue dans les cadres de la transmission, dans les cadres du calendrier qui est donné.
si cela est fait dans les 45 jours, on peut dire que l'accord va commencer à produire ses effets. Mais je suis aussi convaincu d'une chose, que dans le cadre de cet accord, comme dans tous les accords qui ont existé dans le monde, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des faiblesses qui feront que, parfois, l'exécution ne se fera pas dans le strict respect de l'esprit de la lettre de l'accord. Mais ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que l'accord va être exécuté parce que, tout simplement, le Rwanda a accepté de s'engager et de se soumettre à la lettre de cet accord. Et cet accord stipule que le Rwanda doit retirer ses forces défensives et ces retraits devraient se faire dans le strict respect de la résolution 2773, comme je l'ai démontré, qu'il s'agit ici pour la résolution. La première étape devra consister à la cessation des hostilités, cette cessation des hostilités qui consiste à un cessez-le-feu. Dans le cadre de cette résolution, qui est le prolongement dont l'accord constitue le prolongement, voulais-je dire. Non, s'il vous plaît. L'accord ne peut pas être le prolongement d'une résolution. Non, mais attendez, je vais vous le démontrer, Monsieur le Président. Lisez, je vais vous lire le point 5 de la résolution. Voilà ce que dit la résolution. Je vais vous lire le point 5 de la résolution. À mon sens, l'accord inhibe d'ailleurs la résolution. Non. Si. Non, l'accord ne peut pas inhiber la résolution. Si. Monsieur le Président, nous sommes en droit international. Maître Clinton, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se comprendre et puis on va conclure? Oui, c'est un débat. S'il vous plaît. C'est un débat important. La résolution a été signée avant même que les questions d'accord ne soient abordées. Bien sûr. Et la résolution devait être exécutée sans besoin qu'on ait un accord. Le Rwanda devrait se retirer et parce que le Rwanda est membre des Nations Unies comme la RDC, l'accord suffisait pour que l'AFCM 23 arrête sa progression. Aujourd'hui, nous avons cette résolution qui n'a pas été appliquée. Nous sommes allés signer un accord. Oui. La résolution, même citée dans le préambule, n'a pas été appliquée. Ça, c'est déjà un premier échec. La deuxième des choses, on a un accord 48 heures après. Les Rwandais qui doivent se retirer, cesser les exilés, récupérer un territoire 48 heures après. Et vous dites que non, c'est un prolongement. Quand est-ce qu'on va attendre les cessez-le-feu? Quand est-ce qu'on va attendre le retrait alors que le rebelle progresse? Vous me rappelez une réalité. Ça, c'est une réalité sur terrain. La question que vous me posez consiste à dire quand et comment on peut envisager ou attester que l'accord a commencé à produire ses effets. Et pour nous, Congolais, l'accord commence à produire ses effets à partir du moment où nous voyons effectivement que les rebelles du M23 cessent les hostilités, les rebelles du M23 se retirent du territoire congolais. C'est pourquoi je devais vous répondre en fonction des souscriptions ou des contenus de l'accord. C'est que dans les cadres de l'accord, si on doit s'en tenir à la procédure qui est prévue et au mécanisme ainsi que les calendriers qui est prévu dans les cadres de l'accord, nous connaissons les préalables. La première étape qui consiste à respecter les concepts opérationnels sur la neutralisation de FDLR qui doit se faire concomitamment avec les désengagements. Maintenant, je vous explique, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un accord qui engage le parti. Vous savez, cet accord a une particularité. Cet accord nous donne la possibilité, en tant que tel, contrairement à ce qui est dit malheureusement, que nous avons le plein droit, en tant que parti, de nous retirer si le besoin se présente. Mais la question n'est pas encore à ce niveau. Mais la vraie question ici, c'est que le parti doit vous faire l'objet de volonté à se soumettre pleinement aux prescrits de cet accord. Maintenant, si nous sommes dans une hypothèse où le Rwanda fait fi des engagements auxquels il a souscrit, quel en sera, je vais dire, l'avenir de cet accord? C'est là où je suis dans tous mes droits, Monsieur le Président, de vous ramener à la question de la nature du médiateur dont nous avons. Parce que si le Rwanda considère qu'il ne veut pas que la paix revienne à l'est du pays, parce que lui-même aussi en tire des bénéfices économiques ou d'intérêts économiques, pour ces dont les intérêts avec le Rwanda aujourd'hui cessent d'exister, il y a ici des garanties pour nous, RDC, de considérer que nous avons la chance à saisir. C'est cette chance-là que j'ai dit,
nous, la République démocratique du Congo, nous devons regarder en face. Et c'est à ce niveau que nous, Congolais, jeunesse, opinion ou observateurs de la situation du pays, devons être beaucoup plus rationnels et patriotes à regarder la situation sans atermoiement d'appartenance politique. Parce que si nous regardons les choses dans cette direction ou dans cette trajectoire-là, nous risquons de sortir du vrai débat et nous risquons de sortir des vrais enjeux. Le vrai enjeu ici, c'est que nous avons, nous le savons tous, que nous avons en face d'un adversaire de mauvaise foi. Maintenant, il nous appartient à nous, République démocratique du Congo, d'utiliser le levier que l'accord nous donne. Ces leviers-là sont, bien entendu, comme je l'ai fait savoir ici, le respect de l'intégrité territoriale. Mais si nous sortons de l'accord, la situation réelle sur le plan géostratégique est telle qu'il y a cette réalité. Même si nous ne voulons pas la voir en face, mais elle est là. La Chine a pris de l'avance et donc la RDC aujourd'hui constitue un arbitre pour réguler la situation des leadership technologique mondial. Et dans ces rôles des régulateurs du leadership technologique mondial, la RDC devra poser ses conditions. Et ces conditions-là, c'est la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Merci, Maître Clinton. On va prendre deux dernières questions. Honorable Delis et honorable Samantha Linza, vous pouvez prendre place. Merci, Président. Honorable Delis Kalonda pour son intervention. Et ensuite, l'honorable Samantha se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Avec une armée de clochards, je voulais dire, à l'absence d'une armée républicaine robuste, dotée de capacités opérationnelles crédibles et d'un rapport de force dissuasif sur le terrain, comment contraindre les Rwandais au respect effectif de l'accord conclu? Maître Clinton, n'est-il pas fondamentalement irrésistible vouloir politiquement imprudent de fonder la mise en œuvre de cet accord sur les seules présomptions de bonne foi d'un acteur dont les pratiques pensées donc contrastement mises à la œuvre et les engagements internationaux? Je dis, honorable président. Merci, honorable Delis. Honorable Samantha Linza pour son allocution. Honorable Président, chers collègues, ma question à notre invité d'honneur est la suivante. Si l'accord de Washington n'est pas effectivement mis en œuvre, que doit faire la RDC pour défendre sa souveraineté et récupérer les territoires sous l'occupation rwandaise? Je dis. Merci, honorable Samantha. Honorable Clinton pour rencontrer les deux préoccupations. Merci, honorable président, pour la parole. Merci, honorable Delis, pour la question. Comment contraindre le Rwanda de se retirer? Je pense que nous revenons encore sur la même question. Mais il est de mon devoir de rappeler aussi, en fait, que, je l'ai dit dès l'entame de mon speech, qu'on parle des accords au pluriel. Aujourd'hui, en dehors de l'accord, la RDC a signé un document important. Peut-être que l'opinion n'a pas tiré l'attention. Le mémorandum d'entente de coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de sécurité. Je mentionne ces documents pour démontrer à quel point, même si je vais revenir dans l'accord, aujourd'hui, il y a un niveau de confiance mutuelle entre la RDC et les États-Unis à un niveau très élevé. Parce que lorsque un pays parvient à signer un accord stratégique, cela signifie un niveau élevé de confiance politique. Aujourd'hui, la contrainte ou la capacité pour la RDC à pousser le Rwandais à se retirer de notre territoire ne se trouve que dans l'accord. Parce que, disons-nous les choses clairement en face, les Rwandais nous agressent depuis tous ces temps, disons-le clairement, ils nous ont essuyé des défaites sur le terrain militaire.
de telle sorte que par nous-mêmes, en tant que République démocratique du Congo, nous avons été incapables de dissuader cette agression. Et notre incapacité à dissuader cette agression nous a poussé vers une autre voie qui est celle militaire. Cette voie, c'est la voie diplomatique. Et cette voie diplomatique nous a conduit à la signature de cet accord. Et aujourd'hui, il n'existe pas un autre terrain de jeu susceptible de donner des réponses à ces questions que l'accord de paix de Washington. Et donc, je ne vais pas faire de la redondance, mais comme je l'ai dit avec la question ou le relance de l'honorable président, c'est que toutes les réponses à donner à ces questions se trouvent dans l'accord. L'accord stipule que le Rwanda accepte de respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Et c'est seulement par ces faits-là que la RDC, avec tous les leviers aussi dont il dispose du point de vue diplomatique, a poussé de telle sorte que le Rwanda s'oblige ou le Rwanda respecte les termes de cet accord. Parce que nous, dans le contexte qui est le nôtre, disons-nous clairement les choses, que le vrai bénéficiaire de cet accord, c'est nous, d'abord les Congolais. Parce que l'accord de paix de Washington, pour ma part, constitue une béquille que nous avons aujourd'hui pour compenser à notre faiblesse militaire sur terrain. Nous n'avons pas été capables de dissuader et aujourd'hui, l'accord nous donne une béquille. Cette béquille, elle ne nous permettra pas de marcher pendant longtemps ou de marcher de manière durable. Cet accord nous permettra d'avoir une béquille, mais pendant ce temps, nous, la République démocratique du Congo, nous devons nous organiser pour bâtir une structure d'État efficace, pour bâtir une structure militaire et donc une armée efficace. Mais vous savez, Monsieur le Président, même si je répondais à la question de l'honorable Delis, je voudrais quand même m'adresser à vous, c'est que nous ne serons pas en mesure, aujourd'hui ou demain, de réussir cet état de choses si nous réussissons non plus, je vais dire, à réformer notre appareil sécuritaire, notamment les services de renseignement. C'est là aussi la particularité de cet accord. À la différence de tous les accords auxquels nous avons ratifié, où on faisait le chèque en blanc de la promotion de la violence des rebelles, cet accord ne prévoit pas les brassages et les mixages. Ça, c'est un élément fondamental que nous devons soulever. Parce que hier, c'était un curriculum vitae où un rebelle pouvait se dire « il suffit facilement pour moi de prendre les armes. À l'issue des négociations, je vais intégrer l'armée. À l'issue des négociations, je vais intégrer les institutions de la République. » C'est à cause de ça que dans ces pays, nous connaissons aujourd'hui des généraux d'armée qui sont des D6. Et donc, nous avons aujourd'hui la possibilité, grâce à cet accord, de restructurer l'armée, de nettoyer de fond en comble ces logiciels mentaux qui consistaient à intégrer facilement des rebelles dans l'armée sans pour autant prendre le temps nécessaire, sans pour autant s'occuper de changer leur mentalité. Parce qu'une armée, c'est quoi? Une armée, c'est une vision. Une armée, c'est quoi? C'est une doctrine. Une armée, c'est quoi? C'est une philosophie. Une armée, c'est quoi? C'est une âme. Tous ces militaires qui sont venus des groupes armés, qui ont tué, martyrisé dans notre pays, ne peuvent pas être récompensés en intégrant l'armée et encore avec des galons. Donc, nous disons, l'accord de paix, Monsieur le Président, c'est une chance que la République démocratique du Congo dispose. Cette chance, nous devons la saisir. Nous ne devons pas continuer à donner des chèques en blanc à des gens qui ont endeuillé la République démocratique du Congo en leur donnant des galons. C'est ainsi que je dis, honorable Delis, la contrainte, elle se trouve dans l'accord. L'accord auquel le Rwanda a signé stipule qu'il doit arrêter le soutien aux groupes armés, il doit arrêter les hostilités et il doit se retirer immédiatement à la signature de cet accord. La deuxième question, vous avez déjà répondu, mais c'est si le Rwanda ne respecte pas l'accord, on fait quoi? Si le Rwanda ne respecte pas l'accord, nous faisons quoi? Bien entendu, aujourd'hui, j'ai commencé par soulever cette question en connaissance des causes. Nous avons aujourd'hui un mémorandum d'entente. Mais un mémorandum d'entente, aujourd'hui, veut dire
que nous donnons quelque chose aux Américains. En contrepartie, les Américains nous donnent les capacités militaires et d'opération sur les zones de front. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, si l'accord n'est pas signé, nous devons nous appuyer sur les leviers dont nous disposons, notamment en demandant à nos partenaires stratégiques que nous devons, si les termes de l'accord ne sont pas respectés, en tout cas, ça c'est une analyse personnelle, ça c'est une proposition personnelle, Monsieur le Président, que nous puissions sortir de l'accord. Parce que les dispositions finales de cet accord nous donnent la possibilité, si l'accord n'est pas respecté par l'autre partie, que nous puissions sortir. Je peux vous les lire si vous le voulez. Non, je voudrais plutôt qu'on chute sur un autre point. Exactement. Le point de, si jamais l'accord n'est pas appliqué, mais regardez ce que prévoit l'accord avec le partenaire stratégique dont vous faites mention. Dans le disposition de... Je pense, prenez avec moi... Dans le mécanisme conjoint de suivi, chapitre 7, je pense. Non, mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est dans la mise en œuvre. Mise en œuvre, c'est le chapitre 7. Chapitre 3, prenez le chapitre 3. Ouais. À la fin, on dit une précision importante. Je pense... la précision, c'est que l'accord ne crée aucune obligation pour le membre du comité conjoint de sécurité. Donc, le Qatar, les États-Unis et les facilitateurs de l'Union africaine, ils n'ont aucune obligation. Alors, quand vous dites que si l'accord n'est pas appliqué, on se repose sur eux, et qui déjà au niveau de l'accord... C'est pas ce que j'ai dit, honorable président. J'ai pas dit ça. J'ai dit, si l'accord ne s'applique pas, nous devons nous appuyer sur les moyens et les leviers dont nous disposons. Quels sont ces leviers? C'est notamment aussi le mémorandum d'entente, qui est un partenariat stratégique au plus haut niveau sur le plan de la coopération militaire et sécuritaire entre la RDC et les États-Unis. Mais les États-Unis sont facilitateurs de cet accord. Dans cet accord, les États-Unis ne se portent pas garant pour que ça soit mis en œuvre. Il dit n'avoir aucune obligation. Cet accord ne repose que sur la seule volonté des parties. Mettons-nous d'accord sur un principe. Comment l'accord n'est pas appliqué et puis les États-Unis vont nous aider ailleurs? Non, Président, mettons-nous d'accord sur un principe. L'accord, c'est l'expression de la volonté des parties. Parmi les parties, il y a la RDC, le Rwanda et les États-Unis comme facilitateurs. Non, voyez-vous, les États-Unis ne sont pas partis, en tout cas. Les parties, c'est les deux, la RDC et le Rwanda. Bien sûr, non, mais attendez. Les facilitateurs n'est pas partie prenante au contrat. J'accepte. Les États-Unis ne sont pas partis, mais ici, l'accord nous dit que nous partis, nous devons nous soumettre aux prescrits et aux engagements pris. Voyez-vous? Et donc, s'il y a une observance de ces engagements, l'accord tombe caduc. Cet accord n'a plus lieu d'être. C'est là maintenant veut dire quoi? C'est là que je répondais à la question de dire l'inobservance des engagements pris par les parties dans le cadre de cet accord devrait donner lieu, je vais dire, à la sortie de l'accord, c'est-à-dire à l'inexistence de l'accord. Ce qui est d'ailleurs prévu d'une certaine manière dans les dispositions finales, où on dit que, dans les dispositions finales, permettez-moi. Voilà. Point 2. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie si préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre. Je suis dans cette situation à l'hypothèse où, après avoir tout mis en œuvre dans les cadres de tout ce qui est prévu dans les cadres de cet accord, qu'il y a persistance de la mauvaise foi et que l'accord ne s'applique pas. Ici, moi, en tant qu'observateur, je suis maintenant en train de donner une position et une réflexion personnelle pour dire, si cet accord, malgré tous les efforts qui sont consentus, ne permet pas, surtout de la part du Rwanda, à s'y soumettre, il faudra donc envisager d'autres mécanismes. Parce que conformément à cette disposition, des dispositions transitoires qui permet, c'est d'ailleurs, ça s'explique par un principe juridique que vous connaissez certainement. Actor non ad plenti, contrat tous. Lorsque l'une des parties au contrat ne respecte pas ses engagements, l'autre est dans le droit de ne pas respecter les siennes. C'est dans ces cadres-là que la RDC devra maintenant envisager, parce que
les États-Unis sont facilitateurs, mais les États-Unis sont aussi liés par les engagements auxquels ils ont souscrit en tant que partenaires stratégiques. Cet engagement-là ne les empêche pas à agir comme partenaires stratégiques parce qu'ils ont facilité l'accord de paix de Washington. Donc, si dans le cadre de ces partenariats stratégiques, l'obligation est faite pour les États-Unis à soutenir ou à accompagner militairement la RDC lorsqu'ils se sentent agressés, les États-Unis, en ce moment, sortent dans sa casquette de facilitateur, il redevient États-Unis partenaire stratégique d'un État. Et en ce moment, on a la possibilité d'entrer ou sinon d'exploiter tous les leviers dont nous disposons dans les cadres des signatures de différents accords que nous avons. Merci beaucoup. Veuillez prendre place. Merci de nous avoir entretenus sur ce sujet de la mise en œuvre. Je pense que le parlementaire ici présent et tous ceux qui vont nous suivre à travers la télévision et les réseaux sociaux ont compris les articulations majeures. Ici présenté par Maître Clinton, je le disais, il est avocat et directeur de cabinet du président du parti politique l'Union congolaise. Il nous a étayé la mise en œuvre, les garanties des contraintes et il a chuté sur ce qu'il pense être comme panacée si jamais le Rwanda persiste et ne veut pas appliquer l'accord malgré tous les moyens qui seront mis en œuvre pour que cet accord soit appliqué. Merci beaucoup, maître. Nous vous remercions de nous avoir entretenus. Merci à tous les étudiants qui ont participé à cette séance. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.